S'il y a un sujet qui est tabou en France, c'est bien celui sur la légalisation des drogues. Le plus souvent, celui qui parle de ce thème dans les médias passe tout simplement pour un bon gros gauchiste à qui on dira qu'il y a des sujets bien plus importants en France. Comme il y a quelques mois lorsque le député Les Républicains Benoît Apparu disait sur la question que le débat était un écran de fumée. C'est pas drôle. Et pourtant, lorsqu'on sait que selon l'organisme européen des drogues et des toxicomanies, près de 40% des Français ont déjà consommé du cannabis, eh bien il est peut-être temps de se poser quelques questions. Alors quels sont les problèmes de la prohibition des drogues et ses alternatives? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Pendant que dans la tête de certains politiques, il suffit d'interdire une substance pour que par magie plus personne ne l'utilise, il faut quand même se rappeler que la guerre contre les drogues dure depuis environ plus de 40 ans. Et oui, les premières lois anti-marijuana sont apparues aux États-Unis sous la présidence de Nixon en 1971 et en France au début des années 70. 40 ans durant lesquels quasiment tous les pays du monde ont engagé des mesures extrêmement répressives contre les drogues et en particulier contre le cannabis. Et au fil des années, cette répression n'a fait qu'augmenter. Et pourtant, 40 ans après, le sujet reste encore largement d'actualité. Mais au-delà de tout ça, la répression des drogues entraîne des conséquences bien plus graves que certains politiques ne peuvent imaginer. C'est même pour cela que ce qu'on appelle The Drug War, la guerre contre les drogues aux États-Unis, est l'un des sujets majeurs aux élections présidentielles américaines. Dans un article du 1er mai 1972, le prix Nobel d'économie Milton Friedman avertissait déjà des dérives que pouvait avoir la prohibition des drogues et malheureusement toutes ces prédictions se sont avérées vraies. Alors quelles sont ces conséquences? Nous allons le voir tout de suite, elles sont au nombre de 4. 1. L'émergence d'un marché noir. Au-delà du fait que l'interdiction n'empêche absolument pas la consommation, quand l'État interdit un marché noir secret, c'est une règle inévitable à laquelle les drogues n'échappent pas. Alors qu'est-ce qu'un marché noir? Eh bien tout simplement c'est un circuit dans lequel un producteur vend illégalement un produit à un consommateur. À la différence d'un marché classique, il n'y a pas d'état de droit dans un marché noir. Si on prend l'exemple des drogues, il n'y a pas de loi qui encadre la production ou la vente des drogues, mais le simple fait que tout cela est interdit en France. Et là, deux problèmes émergent. D'abord, la prévention, l'usage et la gestion des drogues échappent totalement à tous les contrôles qui existent actuellement. Tout se fait sous le manteau, entraînant des dérives totalement inimaginables. Ensuite, puisqu'il n'y a pas d'état de droit pour gérer tout cela, et bien lorsqu'il y a un conflit entre le consommateur et le producteur, et bien au lieu d'aller au tribunal, ça se règle de façon un peu plus personnelle. 2. La violence. Le marché noir est une source profonde de violence. On vient de le dire, lorsqu'il y a un conflit entre le consommateur et le producteur, puisqu'il n'y a pas d'appareil judiciaire, la seule chose qui reste, c'est l'usage de la force. Sauf qu'on ne va pas se mentir, entre un cartel de drogue et un consommateur, le rapport de force est totalement déséquilibré. La réalité, c'est que dans un marché noir, le consommateur n'a pas du tout son mot à dire. Il faut bien comprendre que ce n'est pas l'existence de la drogue qui entraîne la violence, mais le fait qu'il y ait une prohibition et donc qui permet l'existence des cartels de drogue. Le meilleur exemple pour le prouver, c'est celui d'Al Capone, où à l'époque, et contrairement à aujourd'hui, l'alcool étant le fruit de tous les désirs et étant surtout interdit par les États-Unis, eh bien, il y avait un marché noir qui entraînait énormément de violence. 3. Ajouter à cela les surcoûts. Parce que oui, la prohibition inclut des coûts supplémentaires et la rareté des drogues, ce qui fait au total augmenter les prix. Une étude de l'ONU datant de 2001 prouve que pour 300 $ d'héroïne produit au Pakistan, eh bien tout cela était revendu aux États-Unis pour 290 000 $. La pâte du gain et la volonté d'avoir le plus d'argent possible entraînent encore plus de violence, mais cette fois-ci entre les gangs, pour essayer d'obtenir de la drogue. Vous voulez des preuves ? Allons au Mexique. Depuis 2007, le gouvernement exerce une pression bien plus accrue dans la lutte contre les drogues et surtout contre les cartels. Accrochez-vous bien, on observe que les meurtres liés aux drogues sont passés de près de 2000 en 2007 à plus de 12 000 en 2011, alors que les homicides étaient en chute libre avant 2007. En comparaison, les meurtres qui ne sont pas liés aux drogues dans ce pays sont presque 3 fois moins importants. Autre donnée, le nombre de personnes incarcérées dans le cadre de cette lutte. Selon un rapport de la Justice Policy Institute aux États-Unis, il y avait en 1971 près de 500 000 personnes qui ont été incarcérées dans le cadre de cette lutte. En 2008, on parle de presque 2 500 000 personnes. Et ce n'est pas fini parce que oui, la prohibition des drogues entraîne encore d'autres effets. 4. Les coûts pour l'État. Petite devinette. Savez-vous combien l'État dépense chaque année pour lutter contre les drogues? La réponse, près d'1 milliard d'euros. Ça fait des années qu'on diminue les budgets dans plusieurs secteurs, que ce soit la justice, l'armée ou encore la police, mais on se permet de dépenser chaque année 1 milliard d'euros
pour lutter contre les failles en plus. Et je ne parle pas du temps, parce que oui, remonter des réseaux de dealers, ça prend du temps, ça ne se fait pas en une journée. Donc l'État gâche à la fois du temps et de l'argent, alors qu'on pourrait consacrer tout ça pour lutter contre de vrais criminels, surtout qu'en ce moment, il y a de quoi faire. Et encore, je ne vous ai donné que les chiffres pour la France. En Europe, on décompte au total une dépense annuelle de 24 milliards d'euros. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Selon un organisme américain du nom de Credit Loan, les États-Unis auraient dépensé depuis 40 ans dans la lutte contre les drogues près de 1000 milliards de dollars. Une somme colossale pour un résultat bien maigre. L'International Drug Policy Consortium parle d'un échec complet, je cite, de la guerre contre les drogues. Et je passe sur tous les effets concernant la qualité des produits et les overdoses parce que sinon on n'est pas prêt d'avoir fini. Alors je me pose une question. Pourquoi est-ce qu'on continue dans une lutte qui visiblement est mise en échec depuis plus de 40 ans? À part par pur acharnement, par pure idéologie ou par pur conservatisme, honnêtement je vois pas. Quoiqu'en France on aime bien ça. Et par-delà tout ce qu'on a pu dire, je vais rajouter un argument. Les vices ne sont pas des crimes. Effectivement, fumer des drogues, on peut trouver ça moralement condamnable. Sauf qu'en soit, quand je fume de la drogue, je n'atteins la liberté de personne. Donc ma conclusion, c'est qu'il n'y a aucune raison de l'interdire, je n'impose pas ma morale aux autres. Mais sur ce point-là, il y a beaucoup de choses à dire, donc je l'expliciterai dans une autre vidéo. Alors, eh bien, la fameuse question, quelles sont les alternatives? Eh bien, en matière de cannabis, par exemple, notre phare doit être le Portugal. En effet, en 2001, ce petit pays a décidé d'arrêter la guerre contre les drogues et d'en légaliser la plupart d'entre elles. C'est un choix extrêmement courageux lorsqu'on sait qu'à l'époque, le Portugal faisait face à un problème majeur. Un Portugais sur 100 était addictif à l'héroïne. Depuis, le taux de MST et d'overdose a bien plus que chuté. Selon le magazine The Economist, les morts liées aux drogues et aux overdoses ont diminué de 80%. Et oui, car si on légalisait, en effet, on arrêterait les marchés noirs, les cartels, la violence, les overdoses et on responsabiliserait les individus et c'est ça l'essentiel. Il faut se rappeler que lors de la grande prohibition, le jour où l'alcool a été réautorisé aux États-Unis, eh bien Al Capone et compagnie, ils ont tout simplement disparu. Bon après ils se sont reconvertis dans les jeux d'argent. Et en soit, les problèmes de trafic d'alcool, c'était terminé. Je ne vois pas une seule bonne raison de continuer cette lutte, surtout quand on sait qu'en parallèle, on autorise la cigarette et surtout l'alcool. L'échec ici, c'est bien évidemment celui des politiques. En effet, c'est à cause de leur volonté de diriger la société par le haut et non de laisser la société se diriger par le bas, en responsabilisant les individus, en les laissant libres, que nous avons abouti à l'échec de la guerre contre les drogues. Que ces politiques soient bien évidemment de gauche comme de droite. La leçon principale, je dirais, de retenir, c'est d'arrêter les positions de principe, ne laissant place qu'au conservatisme le plus primaire. Cette vision conservatrice des choses n'a laissé place en fait dans les débats qu'à une vision, je dirais, pénale de la légalisation des drogues et non à une vision médicale, voire même sociale. C'est la liberté et rien que la liberté qui permettra aux individus de se responsabiliser et surtout d'arrêter cette machine infernale qu'a causé la guerre contre les drogues. On ne peut pas dire que c'est un sujet secondaire lorsque chaque année on enferme des dizaines de milliers de personnes en prison rien que pour cela. Toi aussi tu penses qu'il faut légaliser les drogues ou en tout cas qu'il faut avoir un débat sur la question sans être totalement pour, eh bien utilise le hashtag #EndTheDrugWar sur internet. Ça nous fera très plaisir et surtout c'était notre première vidéo donc n'hésite pas à nous faire part de tes commentaires, on les écoutera avec grand plaisir. Est-ce que tu as trouvé la vidéo trop longue, trop courte, pas assez argumentée, trop argumentée? On prendra chacun de vos avis et on essaiera de faire mieux pour la deuxième vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner à notre chaîne, à liker la vidéo, à la partager et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. En tout cas, je vous dis à très vite.